Bonsoir et bienvenue dans l'entretien d'Hérémie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un écrivain qui a déjà publié 3 livres. Bayroba Koita est l'invité de l'entretien d'Hérémie. Bonsoir Cédou. Merci d'avoir accepté notre invitation à Hérémie Info. Mori Mansa, c'est ton 3e livre, une nouvelle suivie d'une réflexion sur l'Afrique et les conditions de son développement. Pour vous, personnellement, est-ce qu'un 3e livre, c'est un aboutissement? Oui, bien sûr, on peut dire que c'est un aboutissement. On peut aussi dire que c'est une sorte de continuité. Parce qu'en fait, le point commun entre Mori Mansa et Coup d'État, c'est que c'est Coup d'État qui était le 2e livre. Coup d'État qui était mon 2e ouvrage qui est paru en mars 2016. Et je suis parti sur le même principe pour écrire Mori Mansa, d'un point de vue technique, parce que je commence d'abord par une sorte d'introduction, en avant-propos pour expliquer un peu le contexte, pour situer les gens avant de rentrer dans la fiction. Donc en gros, si vous voulez, pour moi, c'est un roman. C'est vrai que ça ne fait pas beaucoup de pages. Oui, ça fait 100 environ, en tout pour tout. Oui. En tout pour tout, ça fait 100 pages. Oui. C'est du point de vue volume, nombre de pages, ça s'approche plus à une nouvelle. Mais du point de vue contenu, c'est un roman aussi que je respecte au même titre que les autres. Et j'ai décidé tout simplement de le compacter pour que le discours, enfin le message soit bref et que les gens puissent voir directement le message qui est véhiculé sans être entendu très rapidement. Très Alors, clairement, dans l'avant-propos de ce livre, Mori Mansa, vous dites que travailler déjà dans la langue du colonisateur, c'est déjà un aveu de faiblesse quelque part, vous le dites. Est-ce que dans votre fort intérieur, vous rêvez d'écrire en soninké? Non, pas du tout. En fait, moi, je suis comme maillon de la chaîne. C'est pas moi qui ai décidé de faire mes études en français. Je suis né dans ce système-là. Mais quand vous ne regrettez pas? Non, je ne le regrette pas du tout. Pour la simple et bonne raison que j'avais pas le choix tout simplement. J'ai pas le choix. Enfin, j'ai fait l'école occidentale, si vous voulez, comme tout le monde. Et en fait, si j'ai parlé de ça, c'est juste pour exprimer, pour dire que nous, Africains, on a déjà un souci de base, c'est qu'on n'a pas nos propres outils pour essayer de appréhender le monde, pour appréhender le monde, pour chercher le savoir, pour évoluer, pour dynamiser, et donc créer. Pour ce faire, est-ce qu'il faut écrire, apprendre un peu en soninké, en wolof? Logiquement, si vous dites que on apprend dans une autre langue qui n'est pas la nôtre, à savoir le français, est-ce que vous proposez qu'on apprenne du coup en poulard, en soninké, en wolof, en hassania ou autre chose encore? Bah écoutez, pourquoi pas? Parce que de toute façon, moi je fais un constat. Le constat, c'est qu'il y a un avis de faiblesse de notre part. Parce qu'on est obligé de nous inspirer des techniques, que ce soit linguistique, que ce soit médiatique, que ce soit communicationnel. On est obligé de s'inspirer de l'autre, entre guillemets, pour créer. Alors qu'on ne peut pas créer, on ne peut pas avancer si on n'a pas nous-mêmes notre force, nos propres repères. Nos propres repères, merci pour le mot. Ok, en tout cas, je le dis tout de suite, c'est un livre intéressant que je vous invite à lire. Il y a des passages savoureux. Je vais essayer de les lire tout à l'heure. J'espère pas me tromper, je vais essayer de le prouver tout à l'heure. Alors, je disais tout à l'heure, Tahar Benjaloun qui disait par exemple que la langue française, c'est son butin de guerre qu'il a pris de la colonisation. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, en tant qu'écrivain, en tant que jeune écrivain mauritanien, comment est-ce que vous vous positionnez également par rapport à un certain Boubacar Boris Diop, un écrivain sénégalais qui écrit désormais en wolof? Oui, ce sont des choses positives. Après, si c'est des cas isolés, ça ne peut pas avoir de force. Il faut un mouvement d'ensemble. Il faut une réflexion de base d'ailleurs. Si vous avez, en fait, vu que vous avez déjà lu mon livre, vous savez déjà que moi j'ai mis en avant cet élément-là. C'est qu'en fait, nous, Africains,
il faut qu'on fasse table rase, il faut qu'on se réunisse autour d'une table et qu'on réfléchisse sur les avantages et les inconvénients de notre modèle culturel. Est-ce qu'on peut continuer à s'instruire, à se développer avec les langues et les outils des autres, ou est-ce qu'on devrait revenir à nos propres sources, à nos propres repères? Donc c'est une question philosophique. Ouais. Il faut trouver la solution, il faut trouver la réponse à cette question pour pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire que le retour à nos langues maternelles, coûte que coûte, sera la réponse. Pour moi, la réponse dans un premier lieu, c'est déjà de se réunir, de réfléchir ensemble et de peser les choses. Ok, parlons à présent de Mori Mansa, un jeune étudiant mauritanien qui débarque en France pour faire les études, donc la tête pleine d'espoir. Pour vous, est-ce que c'est le signe d'un échec que certains soient déjà obligés de venir étudier en France? Le signe d'un échec, je n'irai pas jusque-là, mais de toute façon, c'est un aveu d'impuissance. Parce qu'on montre preuve à l'appui que nous sommes obligés de quitter nos pays, ne serait-ce que pour continuer nos études universitaires et ainsi de suite. Donc en gros, déjà nous, même quand on est en Afrique, on fait nos études en français, on suit les cursus universitaires occidentaux. Nos programmes sont directement inspirés des programmes. Alors vous dites qu'il faut changer ça ou bien qu'il faut réfléchir? Qu'il faut d'abord réfléchir, parce que changer sans réfléchir, c'est pas une réponse. Il faut d'abord peser les choses, se dire est-ce qu'on peut continuer sur ce rythme-là, parce que quand même ça fait des siècles que ça dure. Et nous Africains, on est toujours dernier de la classe. Enfin, en tout cas sur le plan mondial, sur le plan du développement, sur le plan de l'économie, sur le plan intellectuel aussi. On n'arrive pas à faire de nous-mêmes nos propres, comment dirais-je... Mais l'Africain a quand même son propre rappeur aujourd'hui quand on dit ça. On n'arrive pas à faire de nous-mêmes nos propres maîtres. L'Africain n'est pas maître de lui-même. L'Africain n'est pas maître de lui-même. Pourquoi vous le dites? À partir du moment où t'as pas de langue fonctionnelle, t'as pas d'outils... t'as pas d'outils pédagogiques, t'as pas d'outils culturels, t'as pas d'outils techniques pour pouvoir assurer ta propre gestion de vie. Pour moi, ça reste encore une sorte de dépendance. Ok, pour vous c'est une dépendance. Par exemple, pour vous, Tahar Ben Jelloun, Léopold Sédar Senghor, qui ont écrit en français, c'est un signe aussi de dépendance. Sur le plan artistique, c'est des choses qui sont louables, qui sont bien, qui sont positives. Mais après, sur le plan purement métaphysique, est-ce qu'eux-mêmes ils l'ont choisi? Parce que Tahar Ben Jelloun ou Léopold Sédar Senghor, ils sont nés dans ce système. Okay. Comme vous également donc? Comme moi, comme mon futur enfant, Inch'Allah, ce sera pareil. Parce que pour pouvoir changer les choses, il faut déjà faire un diagnostic très efficace. Et ce diagnostic-là, il convient de réunir tous les Africains qui sont concernés pour discuter autour de ça. Mais le fait d'écrire en français, moi je suis obligé d'écrire en français. Je suis obligé parce que j'ai fait mes études en français. Je n'ai pas choisi de faire mes études en français. Je suis né dans ce système-là. Tout comme Senghor, tout comme Aimé Césaire. Donc en fait, il y a ce passé colonial qui est là depuis des siècles et des siècles. Et ils nous ont colonisés, ils ont implanté leurs écoles dans nos pays et ils nous ont éduqués. Mais la colonisation est quand même terminée. Il y a le Rwanda, par exemple, qui a choisi de l'anglais au détriment du français. Peut-être il y a d'autres pays aussi qui ont choisi autre chose encore, leur langue nationale, peut-être. Justement, c'est la preuve que la meilleure manière d'avancer, c'est de voler de ses propres ailes. Ok. Voler de ses propres ailes, comme vous dites, vous avez quand même une manière d'écrire un français, comment dire, accessible et toujours teinté d'un certain humour. D'ailleurs, vous le sauriez quand je le dis. Est-ce que c'est quelque chose de volontairement recherché? Vous avez mis beaucoup de temps à chercher ce style? Bien sûr que c'est volontaire. Parce que en tout début d'émission, vous avez considéré Mori Mansa comme étant une nouvelle. C'est pas loin d'une nouvelle, c'est un roman, mais j'ai opté de l'écrire sous ce format-là, sous cet angle-là, avec cette technique-là qui est un peu particulière, pour vraiment atteindre les gens, avoir leur attention. Parce que c'est la meilleure manière de captiver un lecteur. Le lecteur, il faut le mettre bien. Voilà, moi j'écris pour le lecteur.
Donc à partir du moment où le lecteur il se sent, il est content, il est satisfait d'avoir lu mon livre, il s'en sort avec quelque chose de positif. Moi, c'est tout mon bonheur. Ok, c'est tout votre bonheur. Donc parlons donc des concepts même que vous inventez dans votre livre où vous parlez de rêve français. Donc Mori Mansa, il est à peu près venu vivre le rêve français. Qu'est-ce que c'est que le rêve français? Je pense que il y a une analogie par rapport à American Dream. Ouais, enfin pas forcément, mais le rêve français, si vous voulez, c'est un concept que moi j'ai créé de toutes pièces. Et en fait, si vous voulez, c'est pour dire que le rêve français, c'est le rêve de l'ensemble des étudiants francophones qui aimeraient venir poursuivre les études en France. Moi, c'est ce que j'appelle le rêve français. Le rêve français, ce n'est pas les Français qui rêvent, mais c'est les autres qui rêvent de venir en France. Exactement. C'est pas les autres de manière générale, juste les étudiants francophones. Les étudiants, on peut dire les jeunes de manière générale, qui ont quand même un minimum d'éducation ou un minimum de formation. En fait, le rêve français consiste, si je devrais le définir, c'est voilà, c'est ce que je viens de dire en fait. C'est un ensemble de jeunes étudiants francophones. Il faut que ça soit bien clair. Francophones. Qui ont francophile. Francophile, pourquoi? Oui, qui aiment la langue française, bien sûr. Oui, mais quand je parle de francophone, je parle de voilà, des gens qui ont fait des études, qui ont un but dans la tête, c'est d'aller poursuivre les études universitaires en France. C'est ce que moi j'appelle le rêve français. Parce que moi, quand j'étais étudiant en Mauritanie, j'avais aussi ces rêves-là dans la tête. Celui de faire une partie de mon cursus en France, enfin en Mauritanie, et de venir continuer ici en France. Et là, ça, c'est une suite. Avant moi, des gens l'avaient, après moi, des gens l'auront toujours, continueront à l'avoir parce que tout ça reflète, témoigne du manque de ressources de notre part en tant qu'Africains. Parce qu'on n'a pas d'autre choix que de partir. Les jeunes Africains n'ont pas d'opportunité sur place. Déjà, nous qui sommes formés... Est-ce qu'il ne faut pas qu'ils les créent, leur opportunité sur place? Avec quelles ressources? Les ressources qu'ils ont sur place, parce que tout le monde ne part pas. Et ceux qui ne partent pas aussi arrivent bon an mal an à faire des choses. Hein. Ah, oui, les gens n'ont pas les mêmes n'ont pas les mêmes préoccupations. Les gens comme vous et moi, nous sommes différents des gens qui n'ont pas fait d'école. Il y a des gens qui... Non, je parle des gens aussi qui ont fait leurs études en français, qui n'ont jamais quitté, par exemple, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali ou d'autres pays encore, et qui arrivent, bon à mal an, à créer leurs choses ou à s'insérer dans le souci socio-économique. Mais parfaitement, c'est d'ailleurs heureux. C'est heureusement d'ailleurs qu'il y a des gens comme ça. Après, il faut se dire aussi que tout le monde ne peut pas sortir. La grande majorité ne sort pas aussi, il faut le dire peut-être. Hein. La grande majorité ne peut même pas sortir. Oui. Parce que vous savez très bien que tout ce qui concerne... immigration, tout ce qui concerne visa étudiant, il y a des quotas, il y a des choses à respecter, quoi. Mais vous ne pouvez pas me dire que la majorité des gens là-bas n'ont pas l'envie, ne serait-ce que venir et c'est ce que vous appelez le rêve français? Ouais. Non, moi, ce que j'appelle le rêve français, ce n'est pas un terme péjoratif. C'est pas, je ne sais pas comment l'expliquer. Pour moi, c'est plus un terme pédagogique, c'est un terme technique. Parce qu'en fait, je définis une partie des Africains. Ces Africains-là qui ont eu des diplômes, qui n'arrivent plus à continuer dans les universités locales et qui sont obligés pour certains de venir continuer leurs études supérieures. Et ça, c'est pas mauvais en soi, parce que dans la mesure où quand on vient, c'est soit pour continuer ses études supérieures, soit pour faire des formations, soit pour publier des réalisations, soit pour faire des projets personnels. En soi, c'est pas mauvais. Mais le malheur, c'est qu'on soit obligé de le faire. Nous, Africains, la même... Et vous l'écrivez très bien. Vous l'écrivez dans le livre, le malheur, c'est qu'on soit obligé de le faire. Alors, vous écrivez également que le jeune Africain francophone qui vient d'avoir le visa pour venir étudier en France a une mission. Et sur cette mission, il a également l'ambition de travailler pour gagner des sous. Il a également l'intention d'obtenir des papiers pour y vivre tranquillement. Bien sûr. Que vient-il chercher alors en France? Justement, c'est la question métaphysique. On n'a pas la réponse à cette question. Parce qu'en fait, nous, l'étudiant étranger qui quitte son pays d'origine pour venir en France, il croit que tout sera rose voilà, devant lui et que voilà, qu'il pourra réussir tout facilement et qu'il n'y aura pas de blocage sur son chemin. Or, quand on arrive sur place, on est tout neuf sur un terrain nouveau. Donc il y a tellement de problématiques autour qu'il faudra mettre en place pour ne serait-ce qu'avoir une vie digne. Et ça, c'est pas donné.
Donc ça, c'est quand on arrive dans le réel qu'on le découvre. Maury va le découvrir. Maury va le découvrir, il n'est pas le seul, il y a des gens qui le découvrent encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut dire peut-être que Maury Mansa doit être lu par tout étudiant qui rêve de venir en France? Ah, en tout cas, moi, c'est mon plus grand souhait. Hein. Moi, je vous le conseille en tout cas parce que moi, ça décrit quelque part des difficultés que les gens pourront rencontrer. Ça m'écrit. On souhaite de ne pas rencontrer ce genre de difficultés. Franchement, je regrette que vous l'ayez lu avec un peu de décalage. Bon, vous m'avez expliqué, vous avez un contexte familial à l'époque. Ouais. Et du coup, vous avez lu le livre avec un peu de décalage. Mais si vous l'aviez lu au moment même où il était sorti, ça allait être encore plus intéressant. Mais n'empêche. Pourquoi en 2018, du coup, en fin 2018, pourquoi? En fin 2018, parce qu'à l'époque, ça venait tout juste, le livre, enfin, il venait tout juste de sortir. Et le contexte était encore plus présent. Aujourd'hui, avec le Covid, il y a des blocages, que ce soit sur le plan universitaire, que ce soit sur le plan administratif. Les gens sont un peu fermés, il n'y a pas assez d'activités, il n'y a pas assez d'événements, il n'y a pas assez de voyages et tout. Mais n'empêche, jusqu'à présent, le livre reste d'actualité. Et il sera encore d'actualité pour longtemps, j'en suis sûr. Parce que moi, comme j'ai l'habitude de le dire, quand je sors un livre, je me projette dans l'avenir. Je n'écris pas un livre pour 5 ou 10 ans, j'écris un livre pour, pour 1 siècle, 2 siècles. Okay. Et donc, du coup, c'est un livre que j'aime bien, qui reste d'actualité. Et comme vous l'avez si bien dit... Alors, donc, on va écouter Mansa. Maury Mansa, d'ailleurs, c'est lui qui parle. Après 5 mois de cours, je commence à voir rouge. Pas de petit boulot, pas d'appart, pas d'argent, pas de bonnes notes, pas de respect au niveau de mon hébergeur. Ah, non, mais c'est doux. Non, mais franchement, ouais. Alors, est-ce que vous avez l'impression que certains étudiants africains, en tout cas, ne sont pas assez préparés pour la vie en France? Selon vous? Là, c'est moi qui pose des questions. Non, mais c'est ça, justement. Parce qu'en fait, chacun peut se voir un petit peu dans Maury Mansa. Parce que Maury Mansa, c'est vrai que c'est un étudiant qui a traversé des difficultés, qui a eu des problèmes au cours de son séjour. Mais chaque étudiant mauritanien, même que vous soyez étudiant mauritanien, étudiant africain ou même étudiant français, il y a quelque chose en Maury Mansa qui est aussi en vous. Donc c'est ce côté-là que je voulais toucher. Et du coup, si vous voulez, le scénario pour moi, il a moins d'importance que le message que je veux véhiculer. Moi, le message que j'ai voulu véhiculer, c'est que nous, Africains, on est obligés de réfléchir à nos propres méthodes pour essayer d'avancer, plutôt qu'à continuer à copier le système tel que nous a été imposé. C'est ça le message global du livre. Après, les scénarios, je suis d'accord. J'ai fait ça selon mes envies, selon... Oui, mais moi, ce que je vous dis aussi, que le scénario, il reflète une certaine réalité. Bien, mais justement, c'est des difficultés que certains... Parce que c'est pour ça aussi que les gens vont soit sourire, soit rire, ou bien même être très émus en lisant ce livre. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi de lire ce livre encore. Je vous renouvelle encore mes félicitations pour ces qualités d'écriture. Je vous en remercie. Alors, j'ai envie de vous dire, une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit tout ça, que faut-il répondre à ces jeunes Africains qui, malgré tout ce qu'on vient de dire ici, rêvent quand même de venir en France? Qu'est-ce que vous leur répondez? À mon niveau, je n'ai pas de réponse à leur donner dans l'immédiat. Parce qu'en fait, le sujet, il est large. Le sujet, il est large. Moi-même, vous qui êtes là assis, on a presque fait le même parcours. On a fait des études dans notre pays d'origine. Et arrivé à un moment, on a vu que les opportunités sont limitées. Pour faire il y a 5-6 ans, pour faire un 3e cycle en Mauritanie, c'est impossible. Aujourd'hui, Dieu merci, ça commence à s'ouvrir un petit peu, mais c'est pas encore suffisant. Donc moi, je ne peux pas donner de conseils aux jeunes qui sont actuellement sur place. Malgré votre expérience, malgré votre livre? Moi, mon expérience, toutes les expériences diffèrent. Moi, mon expérience elle est positive. Quand je suis arrivé, j'ai fait face. Vous n'êtes pas Maury Mansa? Pas du tout. Alors, pas du tout. Je ne suis pas... En tout cas, Maury Mansa, c'est un livre à lire, je vous le redis. Oui. Je ne suis pas Maury Mansa. Mais vous ne conseillerez pas, en tout cas, des jeunes Africains sur le rêve de venir en France d'une manière ou d'une autre? D'ailleurs, que ce soit des étudiants ou pas. Je ne peux pas. Que ce soit des étudiants ou pas, je ne peux pas. Ce n'est pas mon niveau. Ce n'est pas mon but. Parce que pour déjà se permettre de dire à des personnes
faites ceci ou ne faites pas cela, il faut déjà être en position de pouvoir les proposer quelque chose. Et moi, je ne suis pas éducateur, je ne suis pas décideur politique. Voilà, je ne suis pas leur garant. Et du coup, c'est une expérience seulement, c'est une fiction. C'est une fiction. Et voilà, ça amène juste à réfléchir. Ça amène juste la réflexion, on y est. Ouais. Donc, revenons à Mori Mansa. Oui. Dans ses galères, il est installé, en tout cas en région parisienne. Voilà, il est devenu dealer quelque part. Il y a une question qu'on doit poser, Roba. Pourquoi la question de la drogue revient souvent dans vos romans? Que ce soit le premier, un peu le second, les rebelles qui étaient plus ou moins bourrés, et là au troisième. Comment dire, le personnage principal est devenu dealer. Non, cette question n'a pas d'importance. Je parle pas que de ça dans mes livres. Non, je dis que ça revient. Tous les thèmes, oui. Ce n'est jamais le thème central, mais ça revient. Ouais. Oui, ça revient parce qu'en fait, si vous voulez, le premier ouvrage, il avait comme thème principal le principe du non-respect de la loi en Mauritanie, en Nouakchott. Donc tout ce qui est interdit, tout ce qui est banni par les autorités, je reviens là-dessus. En ce qui concerne le deuxième livre, c'est une rébellion, oui. Oui, en fait, on peut dire que c'est le livre le plus volumineux, il fait 140 pages. Et du coup, ça faisait partie aussi du scénario, mais de façon très très marginale. Et là, pour le troisième, la manière dont vous avez posé la question, c'est un peu laconique. C'est comme si les militaires, ils avaient que ça à faire, alors que c'est juste, j'en ai parlé peut-être 2 ou 3 lignes, pas plus. Donc voilà, en ce qui concerne le dernier livre, je me suis inspiré tout simplement du reflet de la société. Moi, je suis venu en France en tant qu'étudiant. Moi, j'ai eu la chance de m'en sortir, même si j'ai connu des difficultés comme bon nombre d'étudiants étrangers. Mais je parle de ça, c'est parce que c'est des choses que j'ai vues de près. Ok, c'est parce qu'aussi peut-être la drogue fait partie de la vie quotidienne ici, même si on n'y touche pas, on peut l'apercevoir d'une façon ou d'une autre. Non, pas forcément, c'est pas que ça revient, ça fait partie de la vie d'ici. C'est assez cliché, c'est assez caricatural. Mais en fait, il fallait raconter le parcours d'un jeune qui s'est retrouvé... Mais vous n'avez pas toujours répondu à la question pourquoi la drogue revient, par exemple, dans ces trois livres. Mais dans ces 3 livres, il y a d'autres choses qui reviennent aussi dans ces 3 livres. Hein. Bon, moi j'ai pointé du doigt cette chose-là, si vous pouvez nous expliquer. Donc du coup, non, mais moi j'aurais voulu que vous me posiez la question, pourquoi ce... Posez-vous la question que vous voulez. Oui, non, en fait, vous posez cette question, mais en fait, moi, la réponse à cette question n'a pas assez d'importance pour moi. Pour la simple et bonne raison que juste le fait d'être hors la loi, c'est déjà un aspect marquant, quoi. Donc le fait que le jeune étudiant échoue dans les études et qu'il soit obligé de dealer de la drogue, c'est parce qu'il y avait des attentes derrière lui. Comme je vous disais tantôt, nous, les étudiants étrangers, quand ils quittent leur pays d'origine pour aller en France, on attend d'eux non seulement des résultats scolaires, des diplômes ou des trucs comme ça, on attend aussi d'eux une réussite financière. Et ça, arriver ici, c'est pas aussi simple que ça. D'autant plus que dans le cas de mon personnage principal, Mori Mansa, il était parvenu il était arrivé à un point où c'était compliqué pour lui, et sur le plan administratif, et sur le plan économique, et sur le plan social. Voilà. Et donc, du coup, il s'est retrouvé face à un dilemme. Et voilà, il est tombé dedans. Il s'est laissé tenter. Et ça, c'est une réalité qui existe malheureusement jusqu'à présent de nos jours. Alors, on ne va pas raconter la fin du livre, on va vous laisser le découvrir. C'est un livre, en tout cas, que j'ai personnellement aimé, je vous le conseille. Donc, je pense que forcément aussi vous aimerez parce que c'est un livre qui touche bien d'aspects de la vie des personnes en France. Il y a même quelques parties aussi qui se passent en Mauritanie. Il y a toujours un va-et-vient dans les écrits de Bayeroba qui essaie de toucher la société d'une façon ou d'une autre avant de finir l'émission. Voici des questionnaires auxquels Bayeroba va répondre. Des questionnaires, en fait, on s'est inspiré tout simplement de Marcel Proust, sans prétention aucune, donc forcément que tu connais, Bayeroba. Alors, donc il y a des questions, donc il va falloir ramener des réponses. Est-ce que tu es prêt? Toujours. Toujours. Alors, quel lieu te manque le plus en Mauritanie? Mon quartier, Iloa. Iloa. Ouais. Quel est le dernier livre que tu as lu? Le dernier livre que j'ai lu, je crois que c'est
Pour moi, c'est Marie Mansa. Non, pour moi, le dernier livre que j'ai lu, c'est Rimbaud le Voyou de Benjamin Fondan. Ok. Ouais. Quel est le bruit que tu supportes le moins? Le bruit le bruit des voitures, si vous voulez, sur les périphes, quand je laisse la fenêtre ouverte, la nuit, ça me dérange. On peut imaginer où est-ce que tu habites ou pas? Pourquoi? À partir de la réponse que tu viens de donner. Pourquoi? Quelle importance? Ok, quelle importance? Puisque ça n'a pas d'importance, j'habite sur Paris, j'ai le périph' pas loin de mon... C'était ça l'objet de ma question. Alors, quel est ton prénom féminin préféré? Mon prénom féminin préféré? Mariam. Mariam. Les Mariam, vous allez être enchantés par Bayokoba. Quelle est l'expression que tu aimes le plus en Hassania? Hagzen. Hagzen. Le métro à Nouakchott, pour toi, ce sera en quelle année? D'ici 25 ans. D'ici 25 ans. Quel habit ou style vestimentaire que tu ne mettras jamais? Je sais pas moi. Je sais pas. On va dire les combinaisons des Indiens. Des sortes ou les Écossais, des sortes de mini-jupes là. Ah, les jupes. Que les gars portent là. Je sais pas comment ça s'appelle. Une jupe. Voilà. Faut pas se compliquer la vie. Alors, tu dois adopter un animal. Ce sera un animal de compagnie. Ce sera lequel? Un animal de compagnie. J'aime pas trop les animaux de compagnie, mais les animaux domestiques, j'aime bien tout ce qui est mouton, tout ce qui est voilà, tout ce qui est chèvre, tout ce qui est bovin aussi. Voilà, des animaux qui nous rappellent un peu chez nous, quoi. Ok, comment dire, tu es un peu berger dans l'âme. Alors, tu dois adopter, comment dire, en 2030, la Mauritanie doit organiser la Coupe du Monde de football. C'est pas une annonce. Hein. Quel sera ton rôle? Si la Mauritanie arrive à organiser la Coupe du Monde de football. Bah, mon rôle sera d'être ambassadeur, c'est tout. Sera d'être ambassadeur de la Mauritanie. Ok. Quelle expérience tu as vécue en France que tu aurais voulu vivre en Mauritanie? L'expérience de mes livres. J'aurais voulu les publier en Mauritanie, toucher l'entourage immédiat, le public immédiat, facilement, très simplement. Mais malheureusement, ce n'est pas donné là-bas. Quel leader africain t'inspire le plus le respect? Le respect, bah, il y en a quelques-uns, hein. Mandela, Sankara, ce sont des hommes qui inspirent un petit peu. Et c'est ce qui sont en vie? Ceux qui sont en vie, c'est difficile de se prononcer. Hein. On vit tellement dans un monde trollé, si tu veux. C'est que actuellement, peut-être Paul Kagame, parce que après c'est difficile de juger des vivants. C'est difficile de juger, surtout en matière politique, parce que c'est toujours nuancé. Il y a toujours des gens qui vont dire que ouais, il a fait ci, il a fait cela, et d'autres qui vont dire l'inverse. Donc à un moment donné, prendre ces gens-là comme référence, enfin moi c'est pas vraiment mon truc, quoi. Alors, pour finir, une question métaphysique à laquelle il va falloir répondre en une phrase, en une seule phrase. Oui. Qu'est-ce qu'être libre? Être libre. Être libre, c'est une question difficile, quoi, parce que il y a la liberté naturelle et il y a la liberté conventionnelle. On est parti pour une dissertation. On va arrêter ici l'émission. Merci d'avoir été notre invité. Je vous en prie. Alors, je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouveau numéro de l'Entretien de Rémi. D'ici là, je vous conseille de lire évidemment Marie Mansa, le dernier livre de Bayokoba Koïta. À très vite pour un nouveau numéro de l'Entretien de Rémi.